Bonjour, chers amateurs de terreur. Aujourd'hui, je vais raconter des histoires effrayantes sur relations abusives. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, mieux vaut ne pas regarder cette vidéo. Je ne suis pas responsable des nuits blanches que vous pourriez passer. Si vous avez vraiment du courage, regardez jusqu'à la fin. Allez-vous y arriver? Le cri de la liberté. Dans la ville historique de Rouen, célèbre pour ses ruelles pavées et ses maisons à colombages, vivait Élise, une jeune artiste de 27 ans. Son refuge était un atelier rempli de toiles et de peintures, où elle exprimait ses rêves et ses peurs. C'est lors d'une exposition d'art qu'elle rencontra Laurent, un homme de 35 ans au regard intense et au sourire énigmatique. Il semblait parfait, intelligent, charismatique et profondément intéressé par les œuvres d'Élise. Au cours des premiers mois, Laurent fut tout ce qu'Élise avait toujours souhaité. Il la couvrait de compliments et de cadeaux, faisait des promesses d'un avenir radieux ensemble et se montrait un compagnon dévoué. Mais peu à peu, les masques commencèrent à tomber. Des commentaires subtils sur ses peintures et ses amitiés commencèrent à apparaître. « Tu penses vraiment que cette toile est bonne ?» demandait-il, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je ne suis pas sûr que tes amis soient de bonnes influences. » Élise ignorait les signes, croyant que Laurent se montrait simplement attentif. Cependant, il devint de plus en plus contrôlant, surveillant ses messages et restreignant ses interactions. Elle commença à se sentir isolée, prisonnière d'une relation de plus en plus étouffante. Les disputes s'intensifièrent, révélant un côté sombre chez Laurent, qui utilisait des mots cruels pour la rabaisser. Sa jalousie était maladive, créant une atmosphère de tension constante. Une nuit, après une violente altercation, il frappa Élise pour la première fois. Le choc la paralysa, et Laurent, les yeux pleins de larmes, s'excusa, promettant que cela ne se reproduirait jamais. La violence devint une routine, entrecoupée de moments de repentir. Élise, émotionnellement dévastée, commença à douter de sa propre santé mentale. Une nuit, après une énième agression, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les ombres dans la chambre semblaient bouger, formant des figures menaçantes. Un murmure glacial envahit ses oreilles, une voix qui n'était pas celle de Laurent, disant « Pars d'ici avant qu'il ne soit trop tard ». Élise commença à entendre cette voix fréquemment, toujours la nuit. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes horribles qui semblaient se moquer de sa souffrance. Elle se demandait si elle devenait folle ou si la maison était réellement hantée. Les événements paranormaux s'intensifièrent, avec des objets se déplaçant seuls et des portes claquant au milieu de la nuit. Laurent, cependant, ne semblait jamais rien remarquer. Désespérée, Élise chercha de l'aide auprès d'une guérisseuse locale, Madame Legrand, qui lui donna un amulette de protection et lui conseilla de quitter Laurent. « Tu es en grand danger, ma fille. Il y a une présence maléfique autour de toi, » dit la vieille femme, les yeux pleins de compassion. Élise tenta de se renforcer avec ces mots, mais elle savait que fuir ne serait pas facile. Par une nuit froide et pluvieuse, Élise décida qu'il était temps de s'échapper. Alors que Laurent dormait, elle commença à faire ses valises en silence. Cependant, en prenant sa valise, elle entendit la voix à nouveau, plus forte et plus claire, « Il te tuera si tu ne fais rien. » Effrayée, Élise se retourna et vit une figure sombre dans un coin de la chambre, pointant du doigt un tiroir où Laurent gardait un couteau. Le bruit de pas la sortit de sa transe. Laurent était éveillé et semblait plus furieux que jamais. « Tu penses pouvoir me quitter ?» cria-t-il, s'avançant vers elle avec une expression de pure malveillance. Élise recula, sentant le mur froid dans son dos. Dans un geste désespéré, elle atteignit le couteau dans le tiroir. Laurent s'approcha, ses yeux brillants de haine. « Tu ne vas nulle part, tu entends ?» Il la saisit par le bras, ses ongles s'enfonçant dans la peau d'Élise. Elle sentit la peur l'envahir, mais aussi un nouveau courage, alimenté par la voix et les ombres qui l'entouraient. Avec un cri de désespoir, Élise planta le couteau dans la poitrine de Laurent. Le temps sembla s'arrêter. Il la lâcha, titubant en arrière, les yeux écarquillés de surprise et de douleur. Il s'effondra au sol, tandis qu'Élise, tremblante, regardait l'homme qui l'avait tant terrorisé agoniser jusqu'à la mort. Les ombres autour d'Élise commencèrent à se dissiper, comme satisfaites du sacrifice. La voix, maintenant douce, murmura une dernière fois, « Tu es libre. » La police arriva rapidement, alertée par les voisins qui avaient entendu les cris. Élise, encore sous le choc, fut emmenée en garde à vue. Les investigations révélèrent le schéma d'abus qu'elle avait subi, et son acte fut considéré comme de la légitime défense. Élise fut libérée, mais les marques de cette relation abusive et des expériences surnaturelles restèrent avec elle.
Déterminée à reconstruire sa vie, elle déménagea dans une autre ville, où elle recommença à zéro. Son art, autrefois un refuge, devint maintenant une expression de sa lutte et de sa survie. Ses peintures, chargées d'émotion et d'intensité, commencèrent à être reconnues. Élise transforma sa douleur en puissance, sa lutte en art, et sa liberté en un cri silencieux mais profond, pour toutes les femmes qui s'étaient un jour retrouvées prisonnières de relations abusives. Elle devint un symbole de résistance et de courage, prouvant que, même dans les ombres les plus sombres, la lumière de la liberté peut briller. Nous avons terminé le premier récit. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions en commentaire. Le deuxième récit commence maintenant. L'obsession sombre. Dans une petite ville tranquille du nord de la France, où tout le monde se connaissait, vivait une jeune femme appelée Camille. Camille était une fille joyeuse et pleine de vie, avec un avenir prometteur. Elle venait d'entrer en faculté de droit et rêvait de devenir une avocate renommée. Cependant, sa vie changea radicalement lorsqu'elle rencontra Luc, un homme charmant et mystérieux qui semblait surgir de nulle part. Luc était beau, charismatique et savait exactement quoi dire pour conquérir quelqu'un. Camille fut enchantée par lui dès le premier rendez-vous, et bientôt ils se mirent en couple. Au début, tout semblait parfait. Luc était attentionné, tendre et faisait sentir Camille spéciale. Mais peu à peu, le masque commença à tomber. Les signaux d'alarme furent subtils au début. Luc devint excessivement jaloux, contrôlant les déplacements de Camille et les personnes avec qui elle parlait. Il l'appelait plusieurs fois par jour pour savoir où elle se trouvait et n'aimait pas qu'elle sorte avec ses amis. Camille, amoureuse et naïvement, pensait que c'était un signe d'amour et de préoccupation. Mais la préoccupation se transforma en possessivité. Luc commença à manipuler Camille, utilisant des mots doux pour cacher sa nature contrôlante. Il l'isolait de ses amis et de sa famille, la faisant croire que personne ne se souciait d'elle à part lui. Puis, la violence émotionnelle escalada en violence physique. Une nuit, après une dispute particulièrement violente, Luc frappa Camille pour la première fois. Elle fut choquée, incapable de croire que l'homme qu'elle aimait pouvait faire une chose pareille. Luc pleura, s'excusa et promit de ne plus jamais recommencer. Camille, prise dans un cycle de peur et d'espoir, le crut. Mais les promesses furent brisées à maintes reprises. Chaque incident était pire que le précédent, et Camille se retrouvait prisonnière d'un cauchemar dont elle ne pouvait échapper. Elle vivait dans une peur constante, sa joie et sa confiance disparaissant lentement. Les yeux de Luc, autrefois pleins d'amour, semblaient désormais froids et cruels, comme si une profonde noirceur habitait en lui. Les amis et la famille de Camille commencèrent à remarquer les changements. Elle était toujours nerveuse, avec des ecchymoses qu'elle tentait de cacher et un regard vide qui trahissait sa souffrance. Ils essayèrent de l'aider, mais Camille, effrayée et manipulée par Luc, refusait d'admettre qu'elle devait quitter cette relation. Une nuit, après une querelle particulièrement violente, Camille trouva enfin le courage de fuir. Tandis que Luc dormait, elle fit ses valises et quitta la maison silencieusement. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle courait dans les rues sombres, sentant que Luc pouvait se réveiller et la poursuivre à tout moment. Elle se réfugia chez une amie, lui racontant tout ce qui s'était passé. L'amie, horrifiée, convainquit Camille de dénoncer Luc à la police. Cependant, même avec une mesure d'éloignement, Camille ne parvenait pas à se sentir en sécurité. Luc était astucieux et manipulateur, et elle savait qu'il ne renoncerait pas facilement. Les jours qui suivirent furent marqués par une terreur constante. Camille recevait des messages menaçants de numéros inconnus, entendait des pas derrière elle lorsqu'elle sortait et sentait une présence sombre la surveiller constamment. Elle était toujours sur ses gardes, comme si à tout moment Luc pouvait surgir des ombres. Une nuit, alors qu'elle était seule chez elle, Camille entendit un bruit venant de la porte arrière. Son cœur s'emballa, et elle sut que c'était lui. Elle prit son téléphone, prête à appeler la police, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, la porte fut enfoncée et Luc entra. Ses yeux étaient pleins de haine, et il tenait un couteau. « Tu pensais pouvoir m'échapper, Camille » dit-il d'une voix basse et menaçante. Camille recula, sentant la peur s'emparer de tout son être. « Luc, s'il te plaît, va-t'en. J'ai déjà appelé la police. » Il rit, un son froid et cruel. « Tu crois que la police peut m'arrêter? Tu es à moi, Camille. Et si tu ne peux pas être à moi, alors tu ne seras à personne d'autre. » Il avança, et Camille courut vers la chambre, essayant de s'enfermer. Mais Luc fut plus rapide, poussant la porte avant qu'elle ne puisse la fermer. Désespérée,
Camille attrapa une chaise et s'en servit pour se défendre, frappant Luc de toutes ses forces. Il tomba, le couteau glissant de sa main. Camille prit le couteau, le pointant vers lui. « Sors d'ici, Luc. Je ne te laisserai plus jamais me faire du mal. » Luc la regarda, ses yeux brillants de folie. « Tu ne te débarrasseras jamais de moi, Camille. Jamais. » Soudain, il se releva, avançant de nouveau vers elle. Camille, dans un élan de survie, utilisa le couteau pour se défendre. Elle sentit la lame pénétrer la chair, et Luc cria de douleur, s'effondrant au sol. Les sirènes de la police résonnèrent dans la nuit, et Camille sut qu'elle était en sécurité. Mais, alors que Luc était emmené par les ambulanciers, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il y avait une promesse de vengeance dans ses yeux, un avertissement que ce n'était pas fini. Les mois suivants furent difficiles pour Camille. Elle tenta de reconstruire sa vie, mais les cicatrices physiques et émotionnelles mettaient du temps à disparaître. Cependant, elle trouva de la force dans la thérapie et le soutien de ses amis et de sa famille. Peu à peu, elle commença à retrouver sa confiance et à vivre sans peur. Mais, durant les nuits silencieuses, quand le vent soufflait à travers les arbres et que les ombres dansaient sur les murs, Camille entendait encore la voix de Luc, murmurant dans son esprit. Elle savait que le cauchemar ne finirait jamais vraiment, mais elle savait aussi qu'elle était plus forte que lui. Et que, même si l'obscurité tentait de revenir, elle lutterait toujours pour la lumière. Nous voilà arrivés à la fin du deuxième récit. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne et si vous avez mis un j'aime? Passons au troisième. Ombre de la manipulation. Dans la paisible ville de Saint-Ambroise, nichée au cœur des collines verdoyantes de la région Rhône-Alpes, la vie suivait son cours tranquille. Marie, une jeune institutrice de 28 ans, était admirée par tous. Elle avait un sourire radieux et un cœur généreux, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin. Cependant, derrière son apparence sereine, Marie cachait un sombre secret. Tout commença lorsqu'elle rencontra Paul et Julien, deux hommes influents de Saint-Ambroise. Paul était avocat, avec une éloquence tranchante et un charme irrésistible. Julien, quant à lui, était un entrepreneur prospère, connu pour son ambition et son charisme. Tous deux tombèrent amoureux de Marie et, dans un accord non conventionnel, décidèrent de partager son amour. Au début, Marie se sentit enchantée. Paul la séduisait avec des mots doux et des promesses d'un avenir brillant. Julien, avec son ambition, lui montrait un monde de luxe et de confort. Marie croyait avoir trouvé le bonheur parfait. Mais ce bonheur se transforma rapidement en cauchemar. Paul commença à montrer son côté contrôlant. Il voulait connaître chaque mouvement de Marie, l'appelant sans cesse pour savoir où elle se trouvait et avec qui. Julien, de son côté, exigeait que Marie participe à tous les événements sociaux à ses côtés, comme un trophée à exhiber. Tous deux commencèrent à isoler Marie de ses amis et de sa famille, la manipulant pour qu'elle croie que seul comptait dans sa vie. Peu à peu, Marie commença à se sentir étouffée. Paul la critiquait constamment, disant qu'elle ne serait jamais assez bonne. Julien la pressait d'atteindre des standards impossibles de perfection, tant physique qu'émotionnel. La manipulation et l'abus psychologique devinrent une routine, et Marie se sentait de plus en plus perdue et impuissante. Une nuit, après une fête dans le manoir de Julien, Marie rentra chez elle épuisée. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. Les cernes profonds et le regard vide reflétaient le tourment qu'elle vivait. Décidée à changer sa vie, Marie commença à planifier sa fuite. Elle chercha le soutien d'une vieille amie, Anne, qui l'avait toujours soutenue dans les moments difficiles. Anne, réalisant la gravité de la situation, aida Marie à rassembler des preuves des abus et à planifier une sortie en toute sécurité. Ensemble, elles élaborèrent un plan détaillé pour échapper au contrôle de Paul et Julien. Le jour de la fuite, Marie sentait son cœur battre à toute allure. Chaque bruit semblait présager qu'elle serait découverte. Elle attendit jusqu'à l'aube, lorsque la ville dormait profondément, et sortit furtivement de chez elle. Elle retrouva Anne, et les deux partirent vers Lyon, où Marie pourrait commencer une nouvelle vie loin de ses bourreaux. Cependant, Paul et Julien ne renoncèrent pas facilement. Ils utilisèrent leurs influences pour tenter de la retrouver, engageant des détectives privés et répandant des rumeurs dans la ville. Cette traque incessante fit que Marie vivait dans un état de vigilance constant, toujours en train de regarder par-dessus son épaule. À Lyon, Marie trouva refuge dans une maison d'accueil pour victimes de violences domestiques. Là, elle rencontra d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires. Avec le soutien de thérapeutes et de nouvelles amies, Marie commença à reconstruire sa vie.
Elle redécouvrit sa passion pour l'enseignement et trouva un emploi dans une école locale. Les mois passèrent, et Marie commença à se sentir plus forte. Mais la peur de Paul et Julien la hantait encore. Une nuit, en rentrant du travail, elle remarqua une voiture noire garée près de chez elle. La panique s'empara d'elle, mais Marie savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans la peur. Elle décida d'affronter ses démons. Avec l'aide de la police et d'une avocate spécialisée, Marie obtint une ordonnance de protection contre Paul et Julien. Le procès fut éprouvant, mais nécessaire. Pendant l'audience, elle raconta son histoire, exposant la vérité sur les abus qu'elle avait subis. Paul et Julien furent condamnés, et Marie sentit enfin que justice avait été rendue. Malgré cette victoire, Marie savait que les cicatrices émotionnelles mettraient du temps à guérir. Elle continua à suivre une thérapie et trouva de la force dans les petites victoires quotidiennes. Peu à peu, la sensation de liberté remplaça la peur, et Marie commença à rêver d'un avenir où elle pourrait être heureuse à nouveau. Et, bien que les ombres du passé puissent encore surgir de temps à autre, Marie était déterminée à vivre pleinement sa vie, sachant que, cette fois, elle avait le contrôle. Et voilà, notre troisième récit touche à sa fin. Avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne et à mettre un j'aime ? Poursuivons maintenant avec notre quatrième histoire. Le miroir de la peur. Dans la ville montagneuse de São Tomé das Letras, connue pour ses paysages à couper le souffle et ses mystères ésotériques, vivait Clara, une jeune femme de 25 ans cherchant refuge au milieu de la nature et du silence des montagnes. Après avoir découvert la trahison de son petit ami, Clara fut plongée dans une profonde tristesse et désillusion. La confiance qu'elle avait dans les gens et dans l'amour était brisée, la laissant vulnérable et perdue. C'est dans cet état de fragilité que Clara rencontra Gustavo, un homme au sourire envoûtant et au regard pénétrant, qui semblait lire dans son âme. Ils se rencontrèrent lors d'une fête locale, où la musique et l'alcool tentaient de masquer la solitude qu'ils ressentaient tous deux. Gustavo, avec son aura mystérieuse et ses paroles douces, conquit rapidement le cœur de Clara. Elle vit en lui une chance de recommencer et, sans réfléchir, s'abandonna à cette nouvelle relation. Au début, tout semblait être un conte de fées. Gustavo était attentionné et affectueux, toujours présent dans les moments où Clara en avait le plus besoin. Il semblait être le remède aux blessures de son cœur. Cependant, une étrange sensation commença à envahir Clara. C'était comme une ombre planant au-dessus d'elle, une prémonition de quelque chose de mauvais qui allait arriver. Cette sensation de malheur imminent la hantait constamment, troublant ses pensées et ses rêves. Au fil du temps, le comportement de Gustavo changea. Il devenait de plus en plus possessif et contrôlant, exigeant de savoir tous les mouvements de Clara, avec qui elle parlait et où elle allait. Les disputes devinrent fréquentes, et Gustavo montra un côté sombre que Clara ne connaissait pas. Il la faisait se sentir coupable pour des choses insignifiantes, la manipulant émotionnellement et la faisant douter d'elle-même. Les événements paranormaux commencèrent à se manifester peu après les premières disputes intenses. Clara remarqua des objets se déplaçant seuls dans la maison, des portes qui s'ouvraient et se fermaient sans explication et des chuchotements semblant provenir des murs. Elle essayait d'ignorer ces phénomènes, les attribuant au stress et à l'épuisement émotionnel, mais leur intensité ne faisait qu'augmenter. Une nuit, alors que Gustavo était absent, Clara entendit des pas lourds dans le couloir. Elle se leva du lit, le cœur battant à toute allure, et se rendit au salon. Là, elle vit la silhouette d'une figure sombre, immobile dans un coin. Les yeux de la figure brillaient d'un éclat maléfique, et Clara sentit un froid glacial traverser son corps. Elle courut se réfugier dans sa chambre et verrouilla la porte, étouffée par la peur. Gustavo, en revenant et trouvant Clara en état de choc, se moqua de ses peurs, disant qu'elle devenait folle. Il la fit se sentir encore plus isolée, ridiculisant ses expériences et renforçant son emprise sur elle. Clara, confuse et terrifiée, commença à remettre en question sa propre santé mentale. Elle n'était plus certaine de ce qui était réel et de ce qui était le fruit de son imagination. Les jours passèrent, et les manifestations paranormales devinrent plus agressives. Clara se réveillait au milieu de la nuit avec des marques de griffures sur le corps, sentait des mains invisibles la toucher et voyait des figures sombres autour de son lit. Elle tenta de chercher de l'aide, mais Gustavo l'empêcha de sortir de la maison, affirmant qu'elle avait besoin de repos et que tout cela n'était que dans sa tête. La situation devint insoutenable. Clara était au bord de la dépression nerveuse, prisonnière d'une relation abusive et terrifiée par les expériences surnaturelles. Dans un moment de désespoir, elle décida de consulter une guérisseuse de la ville, Donna Rosa, connue pour ses compétences spirituelles. Sans que Gustavo le sache, Clara s'échappa de la maison et se rendit chez la vieille femme. Donna Rosa,
après avoir entendu l'histoire de Clara, réalisa immédiatement que quelque chose de très sombre se passait. Elle procéda à une séance de purification spirituelle et révéla que Gustavo portait en lui une énergie négative très puissante, attirant des esprits perturbés et des entités maléfiques. La guérisseuse conseilla à Clara de s'éloigner de lui le plus rapidement possible, car sa propre vie était en danger. Avec l'aide de Donna Rosa et de quelques amis qui se souciaient encore d'elle, Clara trouva la force de confronter Gustavo et de sortir de cette relation. Elle lui fit face, révélant qu'elle connaissait l'énergie négative qu'il portait. Gustavo, furieux, tenta de l'intimider, mais Clara était déterminée à se libérer. Avec le soutien de ses amis, elle réussit à déménager dans une ville voisine, où elle commença à reconstruire sa vie. Loin de Gustavo et des influences maléfiques, Clara ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Les événements paranormaux cessèrent, et elle commença à se remettre émotionnellement. Malgré les cicatrices laissées par la relation abusive et les expériences surnaturelles, Clara trouva la force de continuer, sachant qu'elle avait échappé à quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle ne revit jamais Gustavo, mais les leçons apprises de cette expérience restèrent gravées en elle. Clara devint plus forte et plus prudente, valorisant sa propre sécurité et son bien-être avant tout. Et, chaque fois qu'elle sentait une brise froide ou entendait un chuchotement dans le vent, elle se souvenait qu'elle avait affronté ces démons et survécu. Vous avez fait preuve d'un véritable courage pour en arriver jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de terreur. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.